On va, alors, ok, parfait. Alors, on va y aller. C'est ça, moi, je vais commencer par simplement mentionner que c'est ça, moi, je suis professeur à l'école la faculté des sciences sociales de l'Université d'Ottawa. Je m'intéresse grossièrement et dans les détails au sport comme outil d'intervention psychosociale depuis maintenant une quinzaine d'années. Euh, J'essaye de comprendre en fait les ingrédients actifs du sport, donc comment en fait le sport peut être un outil d'intervention psychosociale pertinent, comment pratiquer le sport, quels sont les enjeux, les mécanismes sociaux qui font que le sport peut être bénéfique. Ça, c'est un champ de recherche que j'ai développé en travaillant depuis plus d'une dizaine d'années avec Luc Parlavecchio, ce qui nous a amené aussi à fonder le réseau il y a quelques années. Donc, on était un certain nombre avec Suzanne Laberge aussi en kinésio chez vous, Chloé. Euh, donc ça, c'est un plan. Et l'autre chose, l'autre un peu, je vous dirais, domaine qui relève de ma formation initiale en santé mentale, c'est d'étudier les liens entre santé mentale et sport de façon très, un peu plus précise. Et ça va être un peu la présentation d'aujourd'hui. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui fait que parfois le sport peut être autant positif pour la santé mentale et parfois négatif. C'est pour ça que je vais qu'on s'intéresse à l'addiction au sport. Vous mentionnez aussi que c'est ça, je me suis intéressé aussi au sport comme objet social et culturel. J'ai eu la chance de coordonner plusieurs livres sur le Canadien de Montréal, entre autres, pour essayer de l'utiliser, de le voir comme objet social et sa place dans l'histoire du Québec moderne. Euh, L'autre point, c'est ça. Pour commencer, peut-être pour m'assumer complètement et que moi, tout d'abord, je me définis comme coureur, marathonien, avant même peut-être comme prof d'université. Je pense que mon identité est d'abord celle d'un sportif plutôt que celle d'un universitaire. Puis c'est important parce que c'est ce qui fait que j'ai voulu m'intéresser à cette problématique-là qui, moi, me touche littéralement au niveau autant de ma gestion de vie familiale que dans mon corps et dans la façon que j'ai de me gérer autant émotionnellement que corporellement que socialement. Donc, je pense que je pense que c'est important pour moi de le nommer et c'est ce qui fait que j'ai voulu travailler là-dessus avec quelques collègues. C'est une recherche d'ailleurs qui s'inscrit dans le champ plus large des addictions comportementales, donc des addictions au travail, au sexe, à Internet c'est ça. Et au sport, moi, je m'intéresse définitivement et spécifiquement au volet sport ici. C'est ce qu'on va vous présenter avec Emmanuel. Emmanuel coordonne la recherche globalement au niveau des addictions comportementales. Et on a travaillé en fait depuis quelques années maintenant spécifiquement sur la présentation que j'ai eu la chance, en fait, plus ou moins alors, il y a quelques modifications, mais c'est une conférence, c'est issu, en fait, je reviens de France où j'ai présenté ces travaux-là dans un colloque en présence, yes, à Strasbourg, sur un colloque sur les controverses du sport. Et ça fait beaucoup jaser, donc je suis très content de le présenter, en fait, au Québec, puisque les données sont des données québécoises, dans un contexte de Québec. Donc, c'est une présentation qui va être entre 20 et 30 minutes. Emmanuel et moi allons alterner les temps de parole. Et puis voilà, c'est une recherche où on commence en fait à sortir où on commence à sortir les résultats. Je pense qu'il y a du stock pour beaucoup de papiers. Puis voilà, donc l'idée de la présentation aujourd'hui, c'est finalement d'essayer de voir comment en fait c'est ça, comment les personnes vivent cette addiction-là au sport. Est-ce que puis quels sont les enjeux derrière? Est-ce que c'est positif, négatif? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Qu'est-ce que ça veut dire être addict au sport? Et voilà, alors c'est un peu un pas de côté par rapport à ce qui se fait d'habitude ici, c'est-à-dire qu'ici, on est tous un peu convaincus que le sport, c'est bien. Tout dépend de la façon dont on le met en œuvre. Et l'idée, c'est plus de lutter pour avoir des ressources, etc. C'est ça. Nous, on va se poser la question, est-ce que le sport peut être vraiment nocif, surtout lorsqu'il est pratiqué de façon, on va dire, entre guillemets, excessive? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour l'introduction, Emmanuel?
Non, c'est tout à fait clair. Merci, Nicolas. Parfait. Est-ce que tu veux passer? Est-ce que moi, je peux passer les yes? Est-ce que je peux passer le non, je peux pas Non, bouger. parce que c'est moi qui ai partagé mon écran. Est-ce que tu veux la prochaine diapo? Ouais, merci. Voilà. Puis vous avez eu les noms aussi. Il y a Brice Favier Ambrosini qui participe aussi à l'étude, qui est l'ancien coordinateur du réseau, Mathieu Kidu, qui est un chercheur en France, Annie James, qui est professeur à Sherbrooke, et Florence Vinit, qui est professeure à l'UQAM. Donc, au niveau de l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, donc vous voyez ici, c'est Emmanuel et moi qui reconnaissons le parcours avant de faire nos entrevues mobiles. Cette fois-ci, c'était en vélo de montagne. Emmanuel est une très bonne rouleuse en vélo, beaucoup plus que ce que je peux l'être. Donc, vous voyez là, j'essaie de la suivre et je suis beaucoup moins à l'aise qu'elle, et beaucoup plus élégante en plus sur un vélo. Donc, l'objectif en fait d'aujourd'hui, c'est d'essayer d'explorer en fait comment les connaissances incarnées et l'expérience vécue contribuent à une meilleure compréhension sociologique de l'addiction au sport. Vous allez voir, ça sonne un peu barbare, mais vous allez voir que j'espère être le plus clair possible par rapport à ça. En fait, ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui, et c'est un peu que l'addiction au sport, ce que certains appellent la bigorexie, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, la dépendance au sport, peu importe comment vous le nommez, mais l'addiction au sport, c'est une addiction qui n'est pas comme les autres. Quand vous voyez, des fois, on a travaillé aussi sur l'addiction au sexe. L'addiction au sport, elle n'est pas comme les autres. On la qualifie en fait d'hypernormative. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une addiction qui est globalement positive. Et pourquoi? Ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est que premièrement, il y a un lien qui est très positif entre sport et santé qui est établi dans la littérature scientifique, qui est la médecine en particulier a beaucoup poussé pour ça depuis 40 ans, que l'addiction au sport en fait renvoie à tout un univers de normes sociales qui sont extrêmement valorisées par la société. Quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui fait beaucoup de sport, qui s'entraîne par exemple de façon très intensive pour un Ironman, un marathon, un ultra trail, eh ben, c'est bien vu parce que c'est quelqu'un qui a développé une autodiscipline, un travail sur soi, etc. Donc ça c'est extrêmement positif. Nos répondants aussi, et ça, on en discutera, c'est peut-être un biais, mais ce sont aussi des gens qui ont très bien arrivé à véhiculer, à jumeler, pardon, travail, famille et sport. Généralement, d'ailleurs, en coupant sur le sommeil, c'est des gens qui dorment très peu, mais autrement dit, ce sont des gens qui fonctionnent et même surfonctionnent socialement. C'est les personnes dont on va vous présenter un peu les récits, l'histoire un peu, sont des personnes qui, je viens d'admettre Marie-Pascale, sont des personnes qui en fait fonctionnent très bien socialement, occupent des positions très privilégiées, chirurgiens, avocats, etc., qui ont des salaires très élevés. Donc, c'est des gens qui correspondent, qui fonctionnent très bien socialement. Le sport aussi est pratiqué de façon presque addictive, en fait, correspond aussi un peu aux idéaux corporels et de santé. Vous allez voir que les personnes nous disent, bon, regardez l'effet un peu que ça produit sur mon corps. J'ai un corps autant parfait au niveau de l'enveloppe corporelle, musclé, svelte, etc., mais aussi une santé cardiovasculaire qui généralement est en bon état, même si le papier de la presse de cette semaine de Yves Boisvert est venu un peu relativiser tout ça avec un certain nombre d'athlètes qui mourraient autour de, ou en tout cas qui auraient des problèmes cardiaques importants autour de 45, 50, 55 ans, ceux qui pratiquent le sport intensif, ce qui a, même si la littérature scientifique montre que finalement, ce n'est pas encore prouvé. On rejoint aussi à travers l'addiction au sport un peu les écrits je vais vous dire, très classiques, ou en tout cas très importants en sociologie, en tout cas en sociologie française, sur le travail qui a été fait par Muriel Darmon, pardon, au niveau des personnes qui présentent des troubles anorexiques, où elle a montré que c'était vraiment un contrôle extrême sur le corps. Elle l'a montré avec des conséquences très négatives.
Moi, ce que je veux, quand je dis moi, j'inclus Emmanuel à chaque fois dedans. Nous, ce qu'on pense, c'est que, et c'est vraiment un défaut de langage et bon, peut-être un peu de narcissisme aussi, mais bon, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif, ce contrôle-là. Donc, c'est l'idée d'avoir un contrôle presque quasi exclusif sur son corps par l'activité sportive. Donc, on peut aller. Vous n'hésitez pas à me couper si je vais pas assez vite, trop vite, ou si. Voilà. Euh, est-ce que tu À la veux aller prochaine. avec la. Est-ce que tu veux enchaîner, Emmanuel? Oui, je peux enchaîner. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ça va? Parfait. Et Donc, la première phase, bonjour Marie-Pascale. La bonjour. première phase de la recherche, au fait, on a commencé en 2018 par une revue littérature assez exhaustive. Alors, c'est moi qui ai eu la chance de la faire, d'aller vraiment scruter la littérature, puis d'aller voir, ben, c'est quoi exactement l'addiction au sport, comment c'est présenté dans la littérature, selon quel modèle théorique aussi qui sont mobilisés. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir dans Google Scholar, puis on a repéré plus de 6000 articles qui avaient la mention d'addiction au sport. Puis de là, à partir de là, on a utilisé des critères là, pour rapetisser un peu notre échantillon. Puis on a fini avec 377 articles qu'on a gardés. Donc, par exemple, il fallait que ce soit des articles qui avaient été cités au moins 10 fois. Il fallait qu'il y ait au moins un paragraphe complet sur l'addiction. Il fallait que ce soit des articles scientifiques publiés par des revues par les pairs, donc pas de livre ou de thèse. Donc, quand même un échantillon de 377 articles qu'on a lus et analysés. Puis, ce que l'analyse, c'est un cadre théorique un peu différent pour l'analyse qu'on a faite pour cette revue de littérature. C'est une analyse plus socio-historique, justement, de l'addiction au sport, où on est allé prendre le cadre de Ian Hacking sur les vecteurs, donc 4 vecteurs qu'on a pu analyser donc, au niveau de la taxonomie médicale. Donc, ça veut dire comment c'est présenté dans la littérature, c'est quelle sorte de profession qui est intéressée par l'addiction au sport, mais aussi quel cadre théorique. Puis on a remarqué justement là que c'était surtout au niveau de la psychologie, donc la prépondérance de la psychologie qui avait capté le concept d'addiction au sport pour essayer justement de le légitimer. Puis surtout en termes de quantification, donc des tests, des manières justement de mesurer l'addiction au sport pour être capable de le légitimer en tant que catégorie officielle, parce que l'addiction au sport n'est pas une catégorie officielle dans le DSM, hein, donc c'est pas en même terme que la dépression clinique, par exemple. Mais c'est un peu dans cette volonté-là de la rendre légitime que la psychologie a fait beaucoup, beaucoup d'études justement pour essayer de voir comment on pouvait la comptabiliser, puis l'étudier avec rigueur. Puis on a regardé aussi au niveau de l'observabilité, donc comment, c'est quoi ça réfère plus à la symptomatologie, donc quel genre de symptômes qui sont mis de l'avant dans la revue de littérature. Puis on voyait beaucoup des ressemblances avec des addictions aux substances, là, premièrement, donc dans des échelles plutôt unidimensionnelles dans ce sens-là, jusqu'en 2010 à peu près avec une certaine auteure, Heather Hausenblas, qu'on a eu la chance de rencontrer pour une entrevue, qui, elle, a créé au fait une échelle multidimensionnelle, donc qui prenait en compte les facteurs plus pas juste psychologiques, mais aussi psychosociaux, puis qui a élargi un peu la définition de l'addiction au sport. Puis ensuite, si on regardait l'évasion, donc tout le vecteur d'évasion, donc c'est quoi l'utilité? Donc comment, dans la littérature, on peut voir les genres d'utilités qui sont mobilisées. Donc, par exemple, ben, il y a beaucoup le lien entre l'anorexie et l'addiction au sport qui est fait. Donc, dans plusieurs articles, là, je dirais presque 50% où il y avait ce lien-là qui était fait. Donc, est-ce que l'addiction au sport précède l'anorexie ou vice-versa? Puis, cette discussion-là au niveau de la volonté d'obtenir un corps idéal via le sport. Puis, il y a d'autres études aussi qui essaient d'utiliser le sport un peu comme outil d'intervention pour l'anorexie. Donc, les liens à faire avec les risques pour les anorexiques de développer une addiction au sport. Puis enfin aussi, il y avait le vecteur de polarité culturelle. Donc là, c'est vraiment qu'on voit l'addiction entre vice et vertu. Donc, il y a vraiment cette polarité-là qui ressort dans les recherches. Puis aussi, il y a comme des genres
de figures clés là, qui ressortent beaucoup, comme les types A, les adrénaline junkies, les extrovertis, ceux qui recherchent un high, justement. Donc, des figures clés qui ressortent dans les études, puis qu'on peut un peu voir aussi là, dans ce qu'on va vous présenter aujourd'hui dans les résultats. Alors, à la base, vraiment, c'est que malgré la prépondérance des études, c'est encore pas une catégorie qui est légitimée, puis il n'y a pas de consensus au niveau de l'étiologie, même au niveau des instruments de mesure, il y a beaucoup de débats à ce niveau-là. Plusieurs des études qu'on a répertoriées étaient de nature quantitative, donc on ne connaît pas beaucoup c'est quoi l'expérience des addicts. Donc, les études qualitatives, ils sont vraiment en émergence. Il y en avait je dirais peut-être une dizaine qu'on a pu trouver, puis très peu qui mobilisent des théories sociologiques. Donc, ceux qui le mobilisent en sociologie, je ne dirais pas que c'est un programme très fort sociologique. Ils vont plutôt aller chercher les grands schèmes thématiques comme le cult of the body, donc le culte du corps et tout ça pour essayer d'expliquer, mais sans vraiment avoir un angle très sociologique pour analyser la question. Alors ici, nous autres, l'apport de notre étude qualitative, donc l'étude empirique, c'est vraiment de pouvoir clarifier le construit à partir du vécu des addicts. Donc, ceux qui s'auto-définissent comme addicts, qu'est-ce que ça veut dire pour eux, par leur corps, hein, aussi faire parler leur corps, leur vécu de ce que ça veut être addict au sport. Alors, c'est ici qu'on va aller mobiliser aussi le cadre sociologique de la sociologie charnelle, justement, que je laisse Nicolas expliquer. Merci, merci Manuel. C'est ça, comme vous savez ou comme vous ne le savez pas, mais en tout cas, quand on travaille généralement, ça dépend des disciplines, mais en sciences sociales et particulièrement en sociologie, on aime ça avoir un peu une lunette qui nous permet de lire les résultats. Alors, c'est ce que je vais vous présenter. C'est un peu le cadre théorique, juste pour faire du pouce par rapport à ce que Manuel mentionnait, c'est que l'idée, en fait, de ce cadre théorique-là, c'est que on a beaucoup, enfin surtout Emmanuel, on a beaucoup vu des études quantitatives et c'est un peu le défaut en général des sciences sociales, c'est que faire des liens entre des statistiques pour montrer que le sport c'est bon pour telle pathologie, on le sait, il n'y a plus besoin de faire de statistiques. En général, c'est des études qui sont assez pauvres parce qu'on ne sait pas les mécanismes. Donc, moi, me montrer que du sport, c'est positif de façon statistique sur l'estime de soi, il n'y a plus besoin, ça sert plus, je pense que c'est inutile en 2021 de faire ce genre d'études et c'est un peu de l'argent gâché, donc on va essayer de faire autre chose. Je ne dis pas qu'on a la solution, mais en tout cas, il manque vraiment d'études qualitatives qui nous permettent d'étudier le comment. Et c'est ce qu'aujourd'hui, on va essayer de faire avec le comment. Et la sociologie charnelle, c'est quoi ? C'est en fait un cas théorique qui est issu en fait d'un sociologue français qui est maintenant à Chicago, qui s'appelle Loïc Vacan, qui est extrêmement connu pour avoir fait une étude sur les boxeurs. Il a fait des études pendant un an. En fait, il s'est immergé dans une salle de boxe où il a pris part aux entraînements, ce qui se faisait extrêmement peu avant, où en fait les sociologues, les anthropologues arrivaient avec pratiquement leur chapeau et leur cahier et notaient un peu ce que les personnes faisaient et repartaient. Et lui, il a dit non, ça marche pas. Moi, je veux comprendre de l'intérieur. Et pour comprendre de l'intérieur comment c'est la boxe, je vais aller boxer. Et il s'est inscrit pendant un an, il a fait les tournois, il a assisté, voilà. Donc, et tout l'univers en fait de la boxe, il a compris de l'intérieur en boxant lui-même, ce qu'il a appelé et c'est ce qui a donné lieu en fait à une sociologie de chair et de sang, c'est-à-dire que pour comprendre un phénomène, il faut vraiment littéralement en fait le vivre corporellement. Et c'est un peu ce qu'on s'est dit pour le cadre un peu qu'on a pris au niveau pour comprendre l'addiction au sport. C'est pas tant d'aller regarder et de discuter avec un psychiatre ou d'aller demander dans un bureau à la personne c'est quoi son rapport au sport, mais c'est aller dans une séance d'activité physique avec la personne et l'interroger et comprendre comment elle vit et discuter avec elle de ses sensations, de son vécu corporel, etc. Et de voir et donc voilà, d'être ce qu'on appelait des entrevues mobiles. Mais l'idée, c'est que la sociologie, ce qu'on appelle la sociologie charnelle, donc voilà, le point de départ, c'est vraiment le corps, les corps. Donc c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, hein, le cadre, une sociologie
qu'on pourrait presque appeler corporelle. Donc, elle permet de saisir le vécu incarné des personnes. Alors, implication sur le plan ontologique, ça veut dire quoi ces gros mots sociologues? Ça veut simplement dire que d'une part, l'individu qu'on a en face de nous, donc le participant, dans notre cas l'addict au sport, est quelqu'un qu'on va considérer d'abord de façon, je vous dirais, comme un corps qui est un corps en mouvement. Donc, ce que Lacan appelle un être de chair et de sang, mais qui n'est pas juste quelqu'un, une statistique, si vous voulez, ou un cas, comme peut être dans les études quantitatives, et que lui va dire que pour comprendre cette personne-là dans son vécu, il faut soi-même faire partie de cet univers-là et donc de participer. On l'a vu quand on parle d'intervention psychosociale, par exemple, que c'est important pour l'intervenant de s'impliquer autant parfois physiquement qu'émotionnellement, à l'image du professeur de sport d'éduc qui reste comme ça statiste à regarder des jeunes courir autour d'une cour. On sait que ça ne marche pas. Mais je vous dirais que c'est la même chose en recherche. Je vous dirais que c'est important la recherche de s'engager physiquement et émotionnellement. Et c'est ce qu'Emmanuel et moi avons eu la chance de faire puisqu'on a mené ces entrevues-là. Donc, je vais te laisser, Emmanuel, présenter j'aime beaucoup cette photo, les entrevues mobiles. Donc là, vous voyez encore une fois Emmanuel sur son vélo, sur son beau petit vélo vert. Oui, merci Nicolas. Puis au fait, en tant que chercheur, étudiante, c'était vraiment plaisant de faire ces entrevues-là aussi pour moi, je me dirais pas addict au sport, mais j'aime beaucoup le plein air. Puis c'était bien de pouvoir sortir du cadre conventionnel, justement, de la recherche. Donc, merci à Nicolas d'avoir pensé à cette méthode de recherche. Puis, on n'a pas de diapo qui parle de ça plus tard, donc je le mentionne rapidement, mais il y a vraiment quelque chose aussi de pratiquer avec la personne en termes de recherche. Donc, j'ai eu la chance de faire des entrevues avec les addicts au sexe en face à face avant la COVID, surtout là, dans un bureau, puis de faire des entrevues avec les sportifs en action, justement. Puis, il y avait quelque chose aussi, juste d'être sorti du contexte naturel, donc en parlant à quelqu'un. Donc là, c'est sûr que les addicts au sport sont dans leur environnement, hein, ils sont confortables déjà d'être là. Donc, il y a déjà un rapport de pouvoir qui est très différent, qui s'installe aussi, que ça fait une entrevue qui est moins formelle. Puis très rapidement, on voit un peu quand il y a l'adrénaline ou tout ça, on voit les voiles tomber là, dans un certain sens où je pense qu'il parlait beaucoup de ce qui a été discuté, qui aurait été discuté complètement différemment si on n'aurait pas fait les entrevues en roulant. Alors vraiment, c'était le but d'aller au-delà des récits désincarnés, puis de pouvoir même prendre en compte ce qu'ils vivaient le moment même. Donc, le moment même qu'on le vit, qu'on pratique le sport ensemble, c'est quoi qu'ils ressenti, puis on peut aller chercher des questions vraiment par rapport au moment présent. Hein. Donc, puis on voit même dans les entrevues un peu les distractions. Donc, on entend, des fois que ce soit Nicolas ou la participante ou le participant qui remarque qu'il y a eu un chevreuil qui a passé ou on a vu une chouette ou on sent. Donc, il y a tout l'aspect olfactif, sensoriel, sensuel qui ressort qu'on n'aurait pas dans un cadre plus conventionnel. Donc, on a réalisé des entrevues aussi. C'était facile pour les participants parce que pour eux, ça faisait partie de leur agenda, donc leur horaire quotidien. Alors, on n'a pas pris de temps d'extra pour eux, malgré que pour les personnes avec qui j'ai roulé en vélo, c'était leur petite ride facile. Puis là, ils s'en allaient vraiment s'entraîner après. Donc, on est allé plus lentement, justement, pour jaser. Puis, ça ne comptait pas comme leur entraînement. Puis, c'était vraiment, c'est ça, une méthode qui était appréciée de un parce que il y avait différentes raisons, mais c'était aussi, des fois, c'était pas toujours facile pour certains participants de regarder la personne dans les yeux quand elle parlait de quelque chose de difficile, donc d'être plus centré sur soi, qui a été mentionné comme un avantage et un désavantage. Justement, une autre personne aurait aimé regarder dans les yeux, mais aussi d'être capable d'être en action, puis d'être capable de connecter avec ce sensorium-là au niveau corporel. Alors, juste pour donner un petit exemple, c'est une entrevue que j'ai faite dans la Forêt-la-Rose avec un participant. Alors, moi, j'ai mon casque. On avait un système de communication aussi. Alors, s'il était 200 mètres en avant de moi, on s'entendait très bien. Puis, on avait les deux des petites machines à enregistrer qu'on avait mis dans notre poche de manteau ou dans sa poche en arrière.
Puis, moi, j'ai la caméra sur mon casque pour filmer le tout. Puis, au niveau du recrutement, on a la COVID qui est arrivée. Au début, ça a été quand même assez facile. Je dirais, quand on a lancé l'invitation, moi, j'ai eu beaucoup de gens là, qui ont répondu à l'appel au niveau du vélo de montagne, Nicolas aussi, au niveau de la course. Puis là, malheureusement, on n'a pas eu le temps de faire tant d'entrevues que ça avant la COVID. Alors, on a eu des délais assez importants, mais on a quand même réalisé 17 entrevues. Donc, les critères, c'était quand même assez flexible. Alors, il fallait être un adulte, donc 18 ans et plus, puis se considérer comme addict, donc sans nécessairement avoir été diagnostiqué, juste se considérer addict, ou peut-être la personne aurait été diagnostiquée par un professionnel sans nécessairement se considérer addict, et parler en français ou en anglais. Alors, on a fait 17 entrevues semi-directives entre juillet 2020 et août 2021. Alors, pour un petit profil socio-démographique, vous donner une idée de c'est qui les participants. C'était 10 hommes, puis 7 femmes. 44 ans, c'était l'âge moyenne avec un écart type de 1,3. 13 d'entre eux étaient soit mariés ou en relation conjointe faite, puis 4 célibataires. On avait 11 universitaires et 5 non-universitaires. Mais on voit que les salaires moyens, comme le mentionnait Nicolas, sont quand même très élevés. Donc, seulement 3 qui se faisaient moins de 50 000 par année, 5 entre 50 et 100 000 par année, 4 participants faisaient entre 100 et 150 et 4 participants plus de 150 000 par année. Alors, pour les entretiens, l'analyse qu'on a faite pour l'analyse, au fait, c'est intéressant parce qu'on a eu la chance de se rencontrer entre chercheurs. Donc, il y a entre autres moi, Brice, Nicolas, Florence, on était 4 à s'entraider pour l'analyse pour vraiment trouver des thématiques. Puis, une fois qu'on s'était rencontrés quelques fois, j'ai pu continuer à faire l'analyse par moi-même. Puis, en plus, on se rencontrait souvent pour discuter des thématiques. Puis pendant l'entrevue, ce qu'on posait vraiment comme question, c'était comment que les participants définissaient l'addiction au sport, c'était quoi les expériences sportives antérieures, c'était quoi pour eux les premiers signes d'une addiction ou même de plusieurs addictions, parce qu'on parle parfois de remplacement d'une addiction à l'autre, le rôle de l'entourage dans tout ça, l'impact de la catégorie de l'addiction au sport sur leur vie quotidienne, donc comment ils gèrent leur horaire justement par rapport à cette addiction. Aussi, on parlait d'un groupe d'addicts, donc une communauté d'addicts, comment ça se passe pour eux, les aspects sociaux de l'addiction, les techniques utilisées pour gérer l'addiction, puis aussi en termes de polyaddiction, est-ce qu'il y avait d'autres addictions qui entraient en jeu. Puis, pour trouver les thèmes, justement, on a pris la perspective de l'ami critique, là où justement, on a pu travailler ensemble en tant que chercheurs pour aller revoir nos catégories, puis les peaufiner à plusieurs reprises. Alors, avec tout ça, je vais parler maintenant des résultats de la recherche. Puis, on a comme catégorisé en 3 dimensions, là, premièrement, pour voir comment on pourrait expliquer l'addiction au sport. Puis, on va vous donner maintenant des extraits d'entrevues pour vous aider à comprendre comment ça se joue en vraie vie, l'addiction. Alors, la première dimension, ce serait le processus d'autodéfinition et d'autojustification. Donc, c'est comment les gens se justifient addicts, comment ils se disent addicts, puis aussi comment ils parlent de leur rapport au sport. La deuxième dimension serait le rapport au corps dans l'addiction, au sport. Puis la troisième, c'est l'impact sur les relations interpersonnelles. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à m'arrêter puis ou à poser une question aussi. Là, ça peut être, vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment. Alors, si je commence par l'expérience, donc la définition, on a sous-catégorisé en 4 autres thèmes, là, justement, donc comment ils se définissent, puis ils se justifient en tant qu'addicts. Donc, j'ai 4 catégories, j'y vais à travers chacune d'entre elles. Alors, comment ils se définissent puis se justifient en tant qu'addicts? Alors, la plupart des répondants, ils se reconnaissent au sein de la catégorie, donc il n'y avait pas vraiment d'hésitation quand ils ont, bien sûr, ils ont répondu à l'appel pour la recherche, donc déjà, ils se disaient addicts. Puis ça, c'est même si la légitimité elle serait discutée dans la littérature scientifique. Les effets corporels, puis de santé positifs, la possibilité d'évasion, puis les conséquences peu négatives auprès de l'entourage sont mentionnés pour légitimer cette addiction qui n'est pas comme les autres. Donc, être addict au sport, c'est cependant aussi être contraint de se justifier auprès de sa famille. Alors, dans ce contexte-là, l'approche comparative, est souvent un argument activé.
Je donne un extrait ici. Alors, c'est quoi faire trop de sport? Si je ne suis pas malade, je suis en pleine santé, je vois le médecin, j'ai un cœur incroyable, une pression incroyable, mes poumons, la respiration nette. Alors ici, il y a un peu un doute par rapport à, oui, je fais beaucoup de sport, puis c'est peut-être à l'extrême, mais en même temps, c'est bon pour ma santé. Donc, justement, le volet santé revient souvent, puis c'est cet équilibre-là aussi dans l'addiction qui est un peu différente des autres justement parce que le sport est tellement valorisé en tant qu'activité qui est bon pour le bien-être, pour la santé mentale, santé physique. Alors, déjà, pour les addicts au sport, c'est pas nécessairement facile de se classifier ou de classifier l'addiction ou l'exercice comme une addiction en tant que telle, parce qu'il y a quand même une connotation un peu négative quand on le classifie de cette façon-là. L'autre façon qu'il justifiait, puis ça revenait assez souvent, puis ça revient un peu à la littérature aussi que j'avais lue là, au niveau de la littérature sur l'addiction aux substances, donc de se qualifier en tant que junkie. Hein, donc, il y a même une souffrance qui est liée au sevrage, puis la notion de sevrage, elle est revenue quand même assez souvent. Alors ici, on a une comparaison avec d'autres addictions qui seraient plus négatives, puis que ça va se cristalliser quand que la personne va arrêter de faire du sport. Donc, si elle est forcée, par exemple, s'il y a une blessure ou si elle doit aller en vacances avec son conjoint, sa conjointe, puis elle est forcée à arrêter pour un bout de temps, bien, il y en a qui vont parler en termes de sevrage. Alors, la citation ici, je la lis, l'impression qu'on se fait d'être junkie, puis d'avoir besoin du sport, c'est pas juste dans ma tête, c'est dans mon corps. C'est quand ça te manque que tu te rends compte que tu en as besoin. L'accro du sport et qui n'a pas sa dose de sport, il devient plus désagréable, plus agité, il ne dort pas bien, il ne prend pas de décision aussi facilement. C'est cet aspect sevrage que j'ai expérimenté quand j'ai été malade. Je ne pouvais pas aller chercher ma fixe. J'avais des symptômes physiques, peut-être une mini-dépression. Alors, les participants vont aussi parler en termes d'addiction douce et positive. Donc, malgré que c'est une addiction, ben, il s'est mis comme sur un continuum. Alors, elle est qualifiée de douce, l'addiction, malgré les souffrances qui seraient générées par le sevrage et les fonctions psychiques de l'addiction au sport. Puis ici, on voit deux aspects qui ont émergé pour expliquer cette addiction qui est positive. Alors, de un, il y aurait la préservation des autres sphères sociales, peu impactées par la pratique addictive au sport. Donc, il y a quand même cette possibilité-là dans les répondants où, oui, ils vont pratiquer du sport, mais ils vont beaucoup ajuster leur horaire autour du sport, mais surtout autour des autres, donc pour pas que ça ait un impact sur la famille, par exemple. Puis la plupart aussi réussissent à faire leur travail, puis donc ça ne va pas brimer vraiment leurs tâches quotidiennes. Donc, ils s'arrangent vraiment pour pratiquer leur sport, même s'ils pratiquent à ce que peut-être quelqu'un qui pratique normalement, il considérait comme beaucoup, là, plusieurs heures par jour ou par semaine, mais c'est quand même bien intégré dans leur routine. Alors, les bienfaits corporels de la pratique aussi sont quand même notés. Donc, même s'il y a un excès, en général, ils voient que les avantages sont plus nombreux que les désavantages de pratiquer le sport à cette intensité-là. Alors, une citation ici qui explique: « J'ai une addiction, mais équilibrée. Ça ne brime pas les autres sphères de ma vie, comme d'autres addictions qui seraient l'alcool, la drogue. » Puis en troisième lieu, on parle aussi d'une addiction qui serait progressive et multiple. Donc, comme je disais tantôt, un continuum, mais un large spectre de l'addiction au sport qui est parfois décrite comme douce et équilibrée, puis parfois c'est plus en termes de vocabulaire qui est associé à la déviance. Donc, ça s'expliquerait ici par des différents degrés possibles de l'addiction, puis aussi par la pluralité de ses facettes. Alors, ça, c'est un participant qui dit un continuum. Je suis dans le 80e percentile en termes d'addiction. Il y a des différents niveaux de personnes qui sont addictes. On parle aussi de paramètres qui seraient multiples. Alors, l'addict au sport en général ou à un sport particulier. Alors, une participante qui dit: « Je suis une coureuse, il n'y a rien qui bat le feeling de la course. » Alors, d'être addicté à certains sports par rapport à d'autres. Puis aussi que l'addiction peut dépasser la sphère sportive. Alors, l'empan du schéma addictif va osciller entre une succession d'addictions pour se terminer avec une addiction au sport. Alors, une participante qui dit: « je ne peux pas comme dire je cours 2-3 fois par semaine 5 kilomètres. Il faut que ce soit tout le temps, beaucoup. » C'était ça aussi avec l'alcool, avec le tabac. Alors ici, pour l'addiction au sport et corporité, donc si on va vraiment chercher les narratifs, puis aussi la façon dont le corps est mobilisé dans le narratif, dans les discours des participants, on a pu le découper en 4 différentes catégories que je vais aborder une par une.
Alors, la première, c'est vraiment la conception qui est machinique du corps de l'addict. Alors, on voyait beaucoup cette comparaison à une machine, à un objet qui est à maîtriser, à dompter, puis on réduit le corps souvent à sa propre fonctionnalité. Donc, on cite Foucault ici qui parle du corps-machine. Puis c'est vraiment la façon que les participants en parlent de leur corps aussi. Il y a quelque chose de particulier. C'est comme un brouillon qui est à travailler, un véhicule d'un dépassement physique. Puis ils vont parler en termes d'une belle, d'une méchante bonne machine à pousser. Alors, une citation ici, maîtriser le rapport à l'effort dans l'entraînement comme dans la course et le rapport à la douleur. Je vais faire quelque chose à mon corps que spontanément, il ne ferait pas tout seul. Donc, il y a cette volonté vraiment de pousser le corps à sa limite puis de dépasser même cette limite-là. Il y a aussi ce rapport instrumental et esthétique au corps, comme Nicolas le mentionnait avec l'auteur Darmon. Puis la réduction du corps à une équation mathématique qui permet une performance sportive. Alors, on voyait beaucoup de participants qui avaient des applications là, spécifiques pour aider à quantifier, mais aussi toutes les mesures au niveau de la nourriture, puis l'autogestion, l'autosurveillance aussi de soi. Donc, une personne qui dit ici en vélo, l'ennemi, c'est le poids. Plus tu es lourd, plus ça te prend de l'énergie pour avancer, plus il faut que tu développes de l'énergie. Après, si tu es trop maigre, tu n'as plus d'énergie pour pédaler. Alors, en plus du rapport à la douleur, on parle d'un rapport à la performance aussi, qui nous mène à un corps performant en fonction, qui est quantifiable, justement, donc fonctionnel, quantifiable. L'addiction au sport liée à la performance chiffrée et à la compétition. Donc, une personne qui nous dit mon addiction au sport vient à la base d'une addiction à la performance. Parfois, je partais tôt le matin pour te dire à quel point c'est pathétique parce que je savais que j'allais pouvoir ne pas faire les stops. J'allais être safe. Donc, de vraiment vouloir comptabiliser cette performance-là, puis de s'arranger justement pour être capable d'aller le plus vite possible. Alors, pour ceux qui vont dans la forêt Larose, c'est très familial. C'est pas la meilleure place justement pour rouler à son max parce qu'on rencontre souvent des enfants là, puis des familles. Alors, les addicts vont peut-être contourner justement ou aller à des moments où les familles ne seraient pas là justement pour être capables de comptabiliser sur leurs applications. Alors, ça implique une conception machinique du corps qui répond à l'exigence d'être mesurable et quantifiable. Puis, comme je disais, il y a vraiment une surveillance alimentaire aussi qui va de pair avec la mise en chiffre du corps. Un autre aspect aussi qu'on a pu remarquer en termes de thématique, c'était une souffrance qui est associée à quand la machine se détériore. Donc, il y a vraiment des blessures physiques. En fait, je dirais que 100% des participants y avaient vécu des blessures physiques à cause du sport qu'ils pratiquaient, à cause de l'exercice. Mais ce rapport-là aux blessures était différent dans le sens que ça faisait partie de la game. Donc, en raison de la densité de l'entraînement, il y a comme une compréhension que ça fait partie de la game, ça fait partie d'être un sportif, d'être addict au sport, de aussi vivre des blessures. Donc, les blessures aussi font, ce qui était un peu plus difficile peut-être à accepter pour certains, c'était que ça rappelle les limites physiques du corps, puis une difficulté ou une impossibilité d'arrêter la pratique sportive. Donc, c'est quand il était forcé à arrêter qu'il voyait vraiment à quel point il était peut-être addict ou à quel point il était dépendant d'exercice pour fonctionner, peut-être pour bien fonctionner dans leur vie quotidienne. Puis, ce qu'on voyait aussi, c'était beaucoup de stratégies d'adaptation. Donc, une fois qu'on est blessé, bien, on ne va pas arrêter de faire du sport. On va peut-être modifier ou aller faire un autre sport pour justement être capable de continuer. Puis, il y avait même des personnes qui disaient, ben si je suis blessée puis je veux continuer à pratiquer mon sport, ben je vais aller voir mon physio parce que lui, il va me dire que c'est correct de continuer. Bon, si je vais voir mon ostéo, ben lui, il va me dire d'arrêter. Donc, il savait un peu qui aller voir pour avoir la réponse qu'il voulait avoir justement pour continuer. Alors, par exemple, il aurait diminué la dose d'entraînement ou la façon de s'entraîner ou même, on voyait aussi comme le déni, d'ignorer les signaux corporels. Alors, une personne qui nous dit, le problème des addicts, c'est que l'on n'écoute pas nos limites, mon corps. Il me dit quelque chose qu'on n'écoute pas. Et puis enfin, on évoque beaucoup le corps sensuel ou sensoriel, hein, donc les sens aiguisés du corps senti et éprouvé dans la pratique sportive. Puis, on remarquait même une dimension quasi existentielle là, du rapport au corps vivant en mouvement, donc de se sentir vraiment en vie, vivant quand on est en sport, quand on fait du sport, quand on le pratique. Alors, une personne qui nous partage le sentiment de suer, le sentiment d'entendre son cœur battre,
sentir les éléments autour, que ce soit le vent, l'odeur des fleurs, les plantes, l'action, le déplacement. Alors, quelque chose qui était très valorisé au fait. Puis une répondante qui évoquait une musique corporelle pendant les ultra-trails qui oscille entre automatisation, donc le lien entre le caractère cyclique du trail et dissociation. Alors, courir 70 km, c'est le sentiment d'avoir des jambes qui avancent toutes seules et qui se retrouvent dans des terrains super techniques, d'avoir cette capacité-là de laisser ton corps faire les actions puis de t'observer là-dedans. Puis on remarquait aussi qu'il y avait une expertise sensorielle du corps où les personnes qui se soi-disant addictes, ben, ils étaient super perceptifs. Donc, il y avait vraiment une expertise d'être capable de décrire vraiment ce qui se passait dans le corps en action. Puis c'est ça, justement, j'ai eu la chance de faire une entrevue avec quelqu'un en salle de musculation. Puis c'était vraiment, c'est ça, la description justement de tous les détails de chacun des muscles qui bougent, puis comment le corps est séparé, peut-être même en morceaux selon les workouts, puis que j'ai vu aussi en vélo, là, donc comment il y a juste les workouts pour faire travailler certaines parties du corps. Il y avait vraiment cette expertise qui ressortait dans les discours des addicts. Alors, une capacité à sentir son corps vivant, comme le dirait Andrieux. Puis pour la dernière dimension, je laisse Nicolas parler des relations interpersonnelles. Merci. Je vais aller vite parce que je vois qu'il est midi moins 10, donc je vais zapper quelques aspects pour pouvoir discuter. Mais en très gros, pour les relations interpersonnelles et l'addiction au sport, bon, vous avez un des éléments, c'est que les addicts vont rester entre eux en général pour des raisons qui sont des raisons pratiques, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent aux mêmes heures, mais aussi pour des raisons qui sont aussi sociologiques, c'est-à-dire qu'ils se comprennent davantage entre eux, ils n'ont pas besoin de se justifier pourquoi ils s'entraînent autant. L'élément temporel ensuite, qui est, tu peux passer la diapo, l'élément temporel en fait, c'est que s'il y a c'était intéressant, s'il y a quelques personnes qui nous ont mentionné que finalement, c'était pour eux le sport avant tout, et que ça empêchait finalement une vie familiale ou des problèmes au travail. C'est un modèle qu'on n'a pas vraiment eu. On l'a eu chez une ou deux personnes, mais ce n'est pas ce qui est ressorti. Ce qui est ressorti en très gros, c'est que les personnes de notre échantillon ont arrivé à jumeler travail, famille, sport dans un espèce d'agenda hyper performant, hyper serré tout au long de tout au long d'une semaine où ils arrivent finalement de façon un peu extraordinaire à tout faire. Voilà, donc en général, ils prennent ça sur leur temps de travail ou leur temps de sommeil. Donc finalement, ce sont des gens qui fonctionnent assez bien. On peut passer à la diapo suivante. Ça aussi, je viens d'en parler. Voilà, merci Emmanuel. Et donc on arrive en fait, et ça c'est intéressant, quand on regarde un peu les travaux sur l'ultra trail, on retrouve un peu différents types de trajectoires. Ce qui est intéressant, c'est de voir que contrairement peut-être au trail, et ça on ne sait pas si c'est notre échantillon qui est un peu spécifique ou pas, c'est que nous, tous nos répondants, ont fait du sport à l'enfance, ont eu une expérience. Alors, il y en a qui ont fait plus de sport compétitif que d'autres, mais en gros, ils ont tous eu finalement du sport à la France, contrairement à ceux qui font de l'ultra-trail qui parfois ne font pas de sport du tout à l'enfance. C'est ce qu'a montré la Strasbourgeoise Sandrine Knobé, par exemple. Nous, on n'a pas ça. Alors, est-ce que là, on aura une piste de réflexion? Mais pour conclure un peu, là aussi, je pense que c'est fini, c'est que finalement, notre étude montre que les personnes présentent un certain nombre de symptômes qui peuvent être assimilés à un trouble mental proche des addictions type sexe ou avec substance. Vous l'avez vu avec la souffrance, comme l'a très bien montré Emmanuel, la souffrance d'une junkie, l'enjeu par rapport aux blessures, etc., le déni, enfin un certain nombre de choses. Mais en même temps, c'est des gens qui fonctionnent très bien. Donc ça, et pour qu'un trouble mental soit un trouble mental dans la Bible psychiatrique DSM, il faut qu'il y ait un problème de fonctionnalité, ce que nos individus n'ont pas. Est-ce encore une fois un problème de notre échantillon ou pas? Ça, c'est une question qu'il va falloir explorer. L'autre point aussi qui est important,
c'est que finalement, le lien entre sport et santé, et en particulier, vous l'avez vu on le voit avec la Covid et la sédentarité, est important. Est-ce que la médecine a intérêt à pousser cette catégorie-là d'addiction au sport dans un contexte où, et les statistiques sont alarmantes sur les ados et les jeunes adultes qui font du sport et comme quoi on ne fait pas assez d'activité physique, hein, je pense qu'il y a à peu près 10% ou 8% des ados et 15% des adultes qui répondent aux normes de l'OMS, qui ne sont pas quand même à savoir faire du sport 3 fois par semaine. Est-ce qu'on a intérêt de publiciser finalement une catégorie comme l'addiction au sport, quitte à faire mal au sport en règle générale? Je pense que la médecine, en tout cas, c'est la conclusion qu'Emmanuel et moi avions émise, c'est que probablement que ce lien-là est encore trop fragile et que les sociétés sont encore occidentales sont plus préoccupées par la sédentarité que l'addiction au sport, qui, selon notre étude, serait quand même une niche de privilégiés. C'est en tout cas les premiers résultats qu'on a de notre étude, mais voilà, donc ça serait ça un peu pour terminer. Et puis, voilà, donc nous, on pense que s'il y a une souffrance pour un certain nombre de personnes qui sont addictes au sport, cette catégorie-là n'est pas prête pour demain à rentrer dans les manuels de psychiatrie et à être enseignée, voilà, même s'il existe une certaine souffrance qu'on ne peut pas quand même nier. Voilà. On vous remercie de votre écoute. Merci de votre écoute. Puis je prends un moment pour remercier nos 17 participants aussi d'avoir si généreusement donné de leur temps et de leur savoir corporel. Alors, merci à vous tous et toutes. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez discuter? On a quelques minutes qui restent. Est-ce que je peux me lancer? Oui. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un qui voulait prendre parole ou en même temps? Allez-y, c'est bon. Merci. Non, allez-y. Je passe en deuxième, c'est bon. J'avais juste un mini commentaire qui était que c'était beaucoup d'informations à digérer, mais que c'était super intéressant. Ouais, ça touche beaucoup d'aspects à réfléchir. C'est sûr, moi, je me sens un peu dans un domaine toujours un peu à part des autres sports, puisque le skateboard est aussi une culture d'appartenance, une culture artistique et une culture urbaine. Mais c'est vraiment intéressant de faire des parallèles entre justement ces expériences-là, puis ces constats-là, ces recherches-là et un milieu comme le mien. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir offert cette rencontre-là. Merci. Merci. C'est intéressant, en fait, le skateboard, parce que quand j'ai fait de la revue littérature, j'ai pas vu rien sur la skateboard. Il y en avait quelques articles sur le surf, puis les sports extrêmes. Donc, il y avait comme quelques recherches, je pense que c'est comme début 2010, en montant, là, il y avait des recherches sur les sports de ce type-là. Donc, je me demande s'il va y en avoir sur le skateboard, mais c'était un peu différent aussi comme expérience, puis c'était probablement une des seules recherches qualitatives que j'ai trouvées, là, c'était avec le surf et tout ça. Donc, c'était vraiment intéressant la façon qu'il en parlait. Mais tu parles de communauté de pratique aussi, puis comment ça devient plus pour l'appartenance et tout ça. Là, puis ça ressortait vraiment, mais puis c'est un peu ça qu'on voit même dans le vélo de montagne, dans la course aussi. Il y a comme un certain aspect d'appartenance qui ressort beaucoup. Puis, c'est là que les gens disent, ben c'est plus important mon social que de dire que je suis addict parce que c'est l'aspect social qui est tellement important pour moi, autant que l'aspect physique là, de tout ça. Mais ouais, c'est intéressant. Puis ce serait intéressant de voir avec le skateboarding, Nicolas, ça t'intéressait à un moment donné, n'est-ce pas? Mais ça m'intéresse sur un autre angle. Ça m'intéresse sur le fait que c'est en train d'être institutionnalisé et que c'est en train de devenir un sport olympique. Donc, le processus et le débat qui existe entre les skateboarders purs qui veulent juste que ça maintienne un art, quelque chose dans la rue, versus l'institutionnaliser dans des lieux fermés avec des juges Il y a comme le patinage. Il y a deux visions qui s'engueulent, donc c'est deux visions qui se disputent, donc c'est intéressant à analyser d'un point de vue sociologique. Ouais. C'est ça qui m'intéresse dans le skate, mais j'imagine que vous le vivez au quotidien ou que vous avez ou que ces débats-là existent parmi les jeunes, j'imagine. Non? Oui, ben ça, oui, il y a bien beaucoup d'aspects. Je pourrais pas nécessairement embarquer là-dedans maintenant. Mais sur le sujet que tu mentionnes, Nicolas, il y a Annie Guglia, une skateuse qui était aux Olympiques, justement, qui a écrit une thèse de maîtrise sur la différence entre
la dissonance, disons, culturelle au milieu du skateboard entre vouloir avoir une industrie puis en même temps être réfractaire au capitalisme et à ces choses-là. Donc, elle parle beaucoup de ça, justement, de comment il y a une dichotomie entre les institutions et les gens qui trouvent que c'est une bonne chose et le skate de la rue et un peu le refus des institutions. Elle était au HEC, elle, hein, je Oui, pense. Ouais, c'est ça. oui. J'avais essayé de la contacter, mais parce que je voulais faire une entrevue avec pour la presse à un moment, puis elle ne m'avait pas répondu. Mais ouais, elle est OK. intéressante, elle. Elle est vraiment intéressante. Mais ouais, mais moi, je pense que c'est parce que s'il n'y a pas d'addict skate, c'est parce que c'est un sport plus jeune et qui ont moins de moyens et qu'il y a moins de. C'est une question d'échantillonnage, à mon avis. Je pense. C'est une Oui. hypothèse. Peut-être, puis aussi, comme c'est une culture qui touche de manière quasi holistique à plusieurs aspects de la vie selon comment on s'y implique, je pense que de discerner une addiction à l'activité physique ou le caractère physique est peut-être un peu plus difficile dans le contexte où il y a à la limite plusieurs addictions et plusieurs ramifications à comment ça s'intègre dans la vie de quelqu'un. Exact. Ouais, c'est une bonne. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Madame Digan, avant. Ou non, t'as pas. Non, ouais. On t'entend pas, hein. Il y avait quelqu'un d'autre avant. Vas-y. C'est vrai. En fait, moi, je me demandais, tu sais, on dit qu'ils s'en sortent bien, nos addicts, hein, puis qu'il ne faut pas envoyer le message de ne pas trop faire de sport parce qu'il y a tellement de gens qui en ont besoin. Comment on peut les soutenir, nos addicts, si on est un entourage, un entraîneur? Est-ce que vous avez des pistes dans ce que vous avez entendu? C'est une bonne question. Moi, j'ai quelques idées, mais tu peux y aller, Manuel, si tu veux, ou sinon j'y vais. Je peux commencer. Quand on a fait des entrevues avec les acteurs clés, donc les chercheurs, au fait, qui ont travaillé la question, c'était un peu ça leur souci, c'était de venir en aide aux gens qui étaient addicts, mais au point vraiment que, comme nous autres, je pense qu'on n'a peut-être pas rencontré des addicts au même point qui peuvent exister, peut-être, dans le sens qu'il y a vraiment des très, très grandes souffrances qui ont été documentées aussi, là. Donc, ce qu'on n'a pas vu nécessairement là, à ce point-là. Puis, c'était de pouvoir essayer de légitimer la catégorie pour que ces personnes-là puissent avoir accès à des services. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas vraiment personne de spécialisé en addiction au sport, hein. Même, elles sont très difficiles à trouver, les psychologues ou les travailleuses sociales qui travaillent la question ou qui connaissent même la question. La plupart que moi, j'ai lancé l'appel à mon groupe de travailleuses sociales dans la région d'Ottawa, puis personne ne savait vraiment ce que c'était. Donc, c'est quand même un concept en émergence. Puis, en tant qu'intervenant, je pense que juste de savoir que, OK, oui, il y a peut-être un côté négatif à l'excès, hein, du sportif, puis que ce soit lié à un trouble corporel comme l'anorexie, peu importe, ou à d'autres choses, peut-être un remplacement d'un autre type d'addiction, parce qu'il y a aussi, il parlait beaucoup en termes de personnalité addictive, les addicts avec lesquels on a fait des entrevues. Donc, si on sait qu'il y a une trajectoire de cette sorte-là ou que le sport, il y a vraiment cette fonction-là de remplacer une autre addiction, mais comment nous autres, on peut être plus à la guet, justement, de aider les gens à mitiger peut-être les effets négatifs du sport, puis de les guider, hein, d'agir en tant que personne qui peut les aider à réfléchir sur le pourquoi de l'utilisation du sport. Donc, ce serait ce que j'aurais, mais quand même pas beaucoup d'écrits sur les façons qu'on peut intervenir sur l'addiction. Ouais, je rajouterais juste, merci Manuel, je rajouterais juste que, en fait, je pense que c'était quand même révélateur. Il y a une personne qui allait voir, qui consultait un psychologue qui avait un rapport addict au sport. La psychologue a ri d'elle et lui a dit, mais écoute, ton problème, ça doit être, si tu vas pas bien, c'est un problème de, t'aimes pas ton travail, t'aimes pas ton job, j'en sais rien, mais le sport, c'est sain, quoi. Arrête de me dire que... Puis finalement, elle est tombée très bas. Donc, l'idée, c'est simplement de sensibiliser pour que quand la personne aille voir un professionnel, que ce soit un psychologue, un travailleur social, un psychoéducateur, un ergo, je ne sais pas qui, mais en tout cas qu'elle soit prise au sérieux, parce que c'est une addiction qui parfois peut paraître voilà, superficielle. Ça fait bien de dire que je suis addict au sport en société, quoi. Mais il y a une vraie souffrance, pour vrai, au-delà de c'est cool d'être addict au sport. Voilà. C'est ça que je lancerais, simplement ça. Parce que, moi, à mon avis, il y a des gens qui sont pas, qui peuvent se revendiquer de cette étiquette-là parce que c'est plus cool de dire ça que de dire que je suis addict à l'héros, quoi. Socialement, c'est mieux.
mais à part que tu peux aussi souffrir. Je pense qu'il y avait aussi l'aspect quantification. Donc, il y a les addicts au sport en tant que tel, puis les addicts à la quantification de leur sport. Donc, tu sais, quand tu deviens obsédé à avoir des couronnes justement sur Strava, puis à toujours aller plus vite, à en faire plus, à battre, à maintenir ton record. Donc, si on ne l'a pas étudié en tant que tel, là, Nicolas va se pencher un peu plus sur la question, je pense, avec Brice là-dessus, mais il y aurait cet aspect-là aussi que nous, en tant qu'intervenants, peut-être qu'il faut... tu sais, c'est quoi l'enjeu là, quand on quantifie ou même est-ce qu'on veut encourager les gens à quantifier leur pratique sportive ou non? Hein, parce que je pense qu'il y a des gens qui l'encouragent dans certains secteurs. Puis, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Donc, de juste à réfléchir aux effets potentiels nocifs aussi là, quand ça vient à la quantification du corps. Ouais, mais Manuel, enfin peut-être que je me trompe, moi, je pense pas me tromper, mais l'addiction, nos personnes addictes au sport sont addictes à un sport performant et à un sport quantifié. Les trois quarts, l'image de personnes qui sont addictes au sport contemplatif, on l'a pas eu. Nous, c'est des gens qui sont addicts au sport performance, au sport quantifié. On n'a pas eu de personnes qui aiment juste marcher dans la nature parce que la nature, c'est beau. Ça, on l'a pas eu. Ça, nous, on est passé à côté. Alors peut-être que c'est parce que je n'ai pas mis addiction au sport et addiction au plein air, là, ou addiction au camping. J'en sais rien. Mais voilà, nous, on n'a pas eu ça. Donc voilà, comme on n'a pas eu non plus, comme le corps sensuel, là, oui, il a été mentionné un peu, mais moins que le corps machine, quoi. Ça reste le corps machine, hyper performant, des gens qui fonctionnent. Voilà, c'est un peu un peu l'homme idéal ou la femme idéale, quoi, entre guillemets, qui réussit tout, quoi. Voilà, qui a 9 enfants, qui est chirurgienne et qui fait 2h10 au marathon, là. C'est, voilà. Et qui gagne 600 000 $ par année. Voilà, donc, je caricature, hein, mais c'est un peu ça. Donc, oui, elle a. Oui. Oui. Madame Digal. Bonjour, merci. Justement, c'est en lien direct avec ce que tu étais en train de dire, Nico, sur, je me posais juste des questions sur vos hypothèses par rapport au fait que ce soit un groupe si privilégié. Est-ce que c'est la manière que vous avez constitué votre échantillon avec votre question ou est-ce que c'est vraiment tous les addicts au sport sont des ultra-performants ou en tout cas la majorité? Puis après, dans ce que tu viens juste de dire, j'ai quand même eu un flash que ce matin, j'ai vu quelqu'un marcher. Puis je me suis dit, comme il me fait penser à quelqu'un que je connaissais qui était architecte, qui a décroché de la société, puis qui a commencé à marcher à journée longue. Puis bref, si vous aviez cherché des addicts à la marche, il y en aurait sûrement eu. Puis ils auraient sûrement eu un autre profil. En tout cas, mais je me demandais vos hypothèses par rapport au fait que le groupe soit si privilégié. Alors, en fait, si je peux répondre, Emmanuel, c'est soit c'est un biais de recrutement parce que j'ai des amis bourgeois. Ça, c'est voilà, je traîne avec des gens qui sont voilà, les privilégiés se traînent entre eux et je suis un privilégié. Ça peut être voilà, donc mon réseau de connaissances. Mais en même temps, Emmanuel, on a eu aussi des gens d'Ontario qui étaient qui faisaient pas partie de mon réseau. Donc, blague à part, quand on regarde en fait les études sur le sport, sur la course à pied et la quantification, par exemple, on se rend compte que ceux qui utilisent par exemple Strava, des applications comme ça, Nike, blabla, sont en général classe moyenne favorisée ou classe favorisée blanche. Donc ça, on se rend compte que ce sont ceux qui courent en général, c'est les gens favorisés. Ceux qui utilisent les montres connectées, etc., c'est une classe favorisée. L'étude de Knobé que j'ai citée sur, elle a analysé le marathon des sables. Je ne sais pas si vous connaissez cette course-là au Maroc, mais c'est 4 jours dans le désert, 5 jours dans le désert. C'est une course difficile. Il y a eu quelqu'un qui est mort cette année de déshydratation. Donc voilà, c'est pas les 15 km du Mont-Saint-Hilaire. Donc voilà, donc c'est une course qui est difficile. Et quand elle a analysé en fait ces personnes-là, c'est des personnes aussi qui sont ingénieurs, etc. Donc ils sont privilégiés. Donc en général, le monde de l'ultra, le monde des sports d'endurance extrême, ce monde-là est en général des gens qui ont les moyens parce qu'il faut du budget pour aller courir autour du monde et faire des trails un peu partout. Il faut avoir du temps aussi pour pouvoir s'entraîner parce que quand on regarde un peu les agendas, ça peut être autour de 15-20 heures
des gens qui me racontaient ça, peut-être 25 heures, 30 heures avec les soins. Donc, c'est pratiquement une job où il faut que tu aies du temps aussi. En général, le temps vient avec des emplois qui sont extrêmement privilégiés. Donc, je pense qu'il y a probablement, la vérité se situe un peu dans un échantillon qui est probablement biaisé, mais aussi le fait que, et ça faudrait… Alors, quand j'étais à Strasbourg, il y a quelqu'un qui est en train d'analyser toutes les catégories socio-professionnelles de ceux qui ont fait l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Depuis ses débuts, et les premières conclusions montrent que voilà, c'est des gens qui sont très au-dessus économiquement de la moyenne des ours, quoi. Donc voilà, il semble que ça soit une addiction voilà, c'est une addiction de classe, quoi. Faudrait que je le dirais pas comme ça, mais ça semble être une addiction de classe. Excuse-moi encore, mais est-ce que ça pourrait passer par le type de sport? Est-ce que ça se pourrait que des sports d'équipe, soccer, basket, je ne sais quoi, qu'il y a des addicts de ce genre de sport-là, mais je sais pas, qui sont constamment en train de s'entraîner, mais là, il y a un autre, encore, c'est comme le skateboard, mais des aspects plus sociaux. Il y a d'autres choses auxquelles ils ne sont peut-être pas addicts aux mêmes éléments. Écoute, je ne sais pas. Je vais laisser Manuel répondre parce qu'elle a plus, mais il me semble que c'est plutôt les sports d'endurance, mais peut-être qu'Emmanuel a vraiment lu la littérature en détail à ce niveau-là. Ben, au fait, il y a une étude qui vient de sortir en 2020, puis ils ont vraiment répertorié les différents types de sports, puis ils ont essayé de classifier c'était quel type de sport qui était les plus addictifs, mais c'est sûr qu'ils se sont fiés sur une certaine échelle aussi, hein, donc comment ils ont évalué l'addiction en tant que telle, puis il y a déjà des débats sur les échelles de mesure d'addiction, donc ils se sont fiés sur 2 ou 3 échelles, puis la course, ça ressortait beaucoup les ultras, c'est certain, donc ça revenait comme les tops, là, vraiment. Puis la course revenait le plus souvent, je dirais aussi dans la revue littérature des 377 articles que moi j'ai analysés. Mais oui, le petit type de sport, puis aussi, comme moi, quand j'ai lancé l'appel au vélo c'était un groupe de vélo de montagne, puis c'est certain que ceux qui ont répondu à l'appel, c'est parce qu'il y avait un bon vélo de montagne, puis s'entraînaient souvent, qui se disaient addicts. Alors, je pense que l'aspect budget, c'est un facteur important, puis le temps aussi, si on parle aux besoins de base, bien, les personnes dans les milieux socio-économiques plus marginalisés ou défavorisés, ils n'ont peut-être pas le temps là, de dire, bon, je vais aller faire 5 heures de vélo parce qu'ils ont d'autres choses à penser, leurs besoins de base, quand on parle en termes de besoins de base. Donc, il y aurait peut-être quelque chose à voir là, mais où c'est ça, la façon qu'on a recruté, là, ça a peut-être rapport, mais ce serait intéressant de voir aussi de recruter ailleurs. Ben, je pense justement soit skateboard, peut-être travailler avec basketball, Nicolas aussi. Donc, des différents échantillons, peut-être l'addiction se présenterait différemment, je ne sais pas, ce serait intéressant. Et j'ai envie de rajouter une dernière affaire là-dessus, c'est que je suis en train de me dire peut-être que s'il y a vraiment des éléments communs là, qui amènent les personnes à développer une dépendance, une addiction, puis que ça peut prendre, la personne qui passe du café de la cigarette, je sais pas, à l'alcool, au sport, peut-être que la personne, selon son milieu d'appartenance, aurait développé une addiction à quelque chose de moins socialement acceptable puis qui lui aurait moins socialement permis de fonctionner, mais que dans certains milieux, la personne qui a je ne sais pas là, comment appeler ça, là, mais des caractéristiques qui l'amènent à développer une dépendance, dans un milieu ultra performant, va choisir une addiction qui lui permet de continuer à être ultra performant. Mais en tout cas, bref, je me demande si c'est peut-être ça. Ouais, non, mais c'est une partie de l'explication. C'est vrai. Mais je n'avais pas obsédé par rapport à l'appartenance au milieu, mais c'est sûr que j'y réfléchis. Merci. Oui, merci à vous tous et toutes pour votre participation, votre attention. Puis merci pour l'invitation aussi, Véronique. Oui, tout à fait.